Bonjour à tous, bienvenue à votre nouvelle session de formation proposée par votre CRCC de Paris. Alors, on inaugure aujourd'hui un nouveau format de formation que nous allons vous proposer dans les années qui viennent. C'est une déclinaison de ce que vous connaissez déjà, c'est-à-dire focus sur l'actualité, qu'on joue tous les mois de février de chaque année, qu'on rejouera d'ailleurs cette année à nouveau. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire, mais je vous en reparlerai un petit peu plus tard. C'est un nouveau format qui veut vous permettre d'abord, évidemment, d'acquérir des formations nouvelles, des formations exclusivement CAC 120 pour vous répondre aux obligations de formation et qui vont vous permettre d'approfondir un sujet, donc qui ne sera pas toujours le même, évidemment. Ce premier sujet qu'on va traiter aujourd'hui et dans les semaines qui viennent, parce que ça va nous emmener jusqu'au mois de janvier, mais je vais vous en dire davantage dans quelques secondes, il porte sur la prévention des difficultés des entreprises. Alors, pourquoi ce sujet? C'est sûr que ce n'est pas un sujet très gai, c'est ce qu'on peut dire, puisque c'est l'état des lieux d'une situation de crise qu'on va aborder tout de suite. Pourquoi ce sujet? Parce que ce dont on se rend compte, c'est qu'effectivement, il y a de plus en plus de défaillances depuis quelques semaines. C'est ce que nous remonte notamment le tribunal de commerce de Paris. Et c'est aussi ce qu'on constate, nous, sur nos dossiers. Enfin, à titre personnel, moi, j'ai lancé 4 procédures d'alerte depuis la rentrée de septembre chez 4 clients différents. Donc, voyant ça, évidemment, comme les confrères, je me suis inquiété. J'ai posé un certain nombre de questions au service juridique de la CRCC de Paris. Et ce que me dit Miasa, qui est notre célèbre directrice du service juridique de la CRCC de Paris, c'est que les premières questions qui nous sont adressées en ce moment, c'est sur tout ce qui est l'alerte, la difficulté et la prévention des difficultés des entreprises. Il y a d'autres sujets qui sont abordés par notre commission juridique, mais celui-ci, c'est vraiment un sujet, on est au cœur de l'actualité, malheureusement, et c'est pour ça qu'on a conçu ce cycle de formation en 5 dates, mais je vous en reparlerai dans quelques slides. Alors, pour m'accompagner, pour présenter ce webinaire, on a le plaisir d'accueillir Mickaël Lepriol. Mickaël, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Je vous propose de vous présenter en quelques mots. Alors, je suis Mickaël Lepriol, je travaille au CROCIS, le Centre régional d'observation du commerce, de l'industrie et des services, un observatoire économique rattaché à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Je suis notamment en charge du suivi de la conjoncture économique, donc raison de ma présence ici. D'ici quelques instants, je vous ferai un petit état des lieux de la situation économique dans le monde, en France et notamment en Île-de-France, puisque c'est ce qui nous intéresse plus particulièrement. Merci, Mickaël. Avant de poursuivre, alors je reconnais des amis en ligne qui nous disent avoir quelques difficultés, notamment des problématiques au niveau du son. Antoinette, est-ce que ton micro, enfin, est-ce que tu nous entends? John Sommet, est-ce que vous êtes là? Alors, désolé, mais il y a un petit calage à faire pour être sûr que tout le monde nous entende bien avant de poursuivre. Alors, je vois que le service technique s'affaire derrière leur écran. A priori, ça fonctionne. Bon, pour l'essentiel d'entre vous, ça a l'air de fonctionner. Très bien. Merci beaucoup de vos réponses. Je vous propose qu'on poursuive. Alors, donc, comme vous l'avez vu, vous avez pu le tester en live déjà, vous pouvez nous poser toutes les questions, faire toutes les remarques que vous voulez sur le chat. Alors, j'espère que ça ne sera pas que pour des considérations d'ordre technique, même si elles sont d'importance. Donc, n'hésitez pas au fil de ce webinaire à poser toutes vos questions et à faire des remarques. Mickaël, ce sera un plaisir de vous répondre, puisque vous avez compris que ce n'était pas un atelier technique, mais bien plus économique, qui va nous faire prendre un petit peu de recul et de hauteur. Donc, c'est lui le spécialiste aujourd'hui. Avant de commencer, un mot sur notre fameux cycle de formation. Donc, on inaugure ce soir. Donc, vous avez 5 dates. Première date ce soir,
Donc, c'est en guise d'introduction, c'est un panorama des difficultés des entreprises, notamment sur la région francilienne. Suivront 4 dates que je vous invite à noter. Vous avez pu vous inscrire déjà pour certains, un grand nombre d'entre vous, et je vous en remercie. La prochaine date, ça sera en fait des échanges avec 2 juges du tribunal de commerce de Paris. Là, vraiment, l'idée, c'est de leur poser toutes nos questions. Alors moi, j'en ai plein, mais vous en aurez sûrement aussi beaucoup. Qu'est-ce qui se passe quand on fait une procédure d'alerte? Comment ces courriers sont traités par les juges du tribunal? Est-ce que c'est confidentiel? Enfin, on a énormément de questions à leur poser, donc on aura le plaisir de les recevoir le mardi 3 décembre à 17h. Le rendez-vous annuel, donc évidemment que là, vous connaissez certainement déjà pour l'essentiel d'entre vous, au tribunal de commerce. Je vous fais un tout petit focus juste après, le 18 décembre à 17h. Donc là, c'est bien au tribunal de commerce, ça ne sera pas en webinaire, on aura le plaisir de vous retrouver. Et ensuite, 2 webinaires à la rentrée 2025. Donc, on aura le plaisir de vous souhaiter une bonne année et aussi de vous accueillir pour un webinaire le 9 janvier. Alors, cette fois-ci, un webinaire d'ordre technique pour répondre aux questions sur la démarche du commissaire aux comptes et notamment tout ce qui est procédure d'alerte. Et puis, on terminera le 28 janvier par un webinaire avec une juge du tribunal judiciaire pour évoquer cette fois-ci le secteur non marchand et ses spécificités, parce que les alertes, évidemment, ce sont dans les sociétés commerciales, mais aussi dans les associations, fonds de dotation et autres entités qu'on est appelé à auditer. Petit focus, avant de rentrer dans le vif du sujet, sur notre formation au tribunal de commerce cette année. Vous êtes un peu moins inscrits à cette formation-là qu'au webinaire, donc je comprends parce qu'il faut y aller, mais ça vaut le coup. La salle est magnifique, il y a des intervenants de talent, et puis ça se termine avec un super cocktail, donc ça, il faut vraiment être là parce que c'est vraiment convivial et ça nous permettra de nous retrouver. J'aurai le plaisir de faire l'intro avec Patrick Seyer, qui est le nouveau président du tribunal de commerce de Paris. Ensuite, on aura un intervenant. On a toujours une star au tribunal de commerce. Et cette année, c'est Eric Heyer, qui est économiste et directeur du département analyse et prévision à l'OFCE, qui nous fera le plaisir de faire la première intervention. Donc là, on sera davantage dans la prospective. Aujourd'hui, on fait plus un état des lieux. Lui, il va nous parler de sa vision pour 2025, notamment. Donc, il est assez connu parce qu'il a fait un certain nombre de plateaux. Il vulgarise, en fait, sa science économique. Et c'est un garçon qui est très intéressant. D'ailleurs, Mickaël, vous m'avez dit que vous le connaissiez. Oui, je le connais très bien. Et je vous confirme que vous avez beaucoup de chances que lui se présente à vous dans un mois. Bon, on a bien choisi. Ouf, merci. Et ensuite, alors, il y aura une plénière avec des personnes de la CRCC que vous connaissez déjà, mon prédécesseur, Vincent Régnier, qui nous fera l'amitié de présenter cette table ronde aux côtés de Marine Julien, notre vice-présidente en charge de notre commission juridique, et sur un sujet, alors là non plus, c'est pas hyper marrant, mais il faut quand même qu'on en parle, c'est l'évolution des démarches du commissaire aux comptes en matière de révélation des faits délictueux, parce que vous savez que depuis l'ordonnance de décembre 2023, il y a eu un certain nombre de nouveautés en la matière, et notamment des obligations de révélation nouvelles pour certaines missions ou prestations du commissaire aux comptes pour lesquelles on pouvait y échapper. Jusqu'à présent, ce n'est plus le cas. Et pour prendre un peu de recul, on a invité Thierry Ramonaxo, que vous connaissez peut-être de nom, parce que c'était le rapporteur général à la H3C. On a du mal à le dire, maintenant on dit H2A, mais à l'époque c'était encore la H3C. Et il a bien tourné, puisqu'il est devenu premier avocat général près de la Cour d'appel de Paris. Et puis, pour l'accompagner, un avocat qui nous connaît bien, qui défend les confrères, Maître Arnaud Péricard. Donc voilà, je vous invite tous à nous rejoindre à cet événement qui, comme chaque année, devrait être fort sympathique. Dernière considération matérielle, donc comme je vous le disais en préambule, donc toutes ces formations webinaires ou au tribunal de commerce seront labellisées CAC 120, donc pour rentrer dans votre quota d'heures de formation obligatoire. Donc vous allez recevoir sous 48 heures une invitation à vous connecter pour obtenir votre attestation. Donc il y aura un petit quiz à faire, comme à chaque fois, c'est une obligation pour valider ces fameux webinaires CAC 120. Et voilà, puis vous nous direz ce que vous avez pensé de ce premier webinaire. Et en cas de questions techniques, vous avez possibilité d'envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche ici, mais de toute façon, ce support vous sera communiqué, donc vous retrouverez ces informations pratiques.
Alors, au programme de ce premier webinaire, donc un état des lieux d'une situation de crise, donc que Mickaël va nous présenter tout de suite. On discutera un petit peu entre nous ensuite, voilà, sur ces perspectives et surtout sur cet état des lieux. Et puis, évidemment, on a mis en 3 questions et réponses de votre part, mais surtout, n'hésitez jamais à intervenir à tout moment. On se fera un plaisir de, alors moi, je ne sais pas, mais Mickaël, de vous répondre à toutes les questions que vous pourrez vous poser. Bon webinaire, et c'est parti. Donc, merci pour cette introduction. Moi, pour tout vous avouer, j'avais un challenge. Je devais essayer d'annoncer quelques bonnes nouvelles. Je pense que ça va être difficile, mais je vais essayer de ne pas trop noircir le tableau. Je vais commencer d'abord par le contexte mondial et le contexte français. Comme vous voyez, au début, j'avais écrit un contexte truffé d'incertitudes, je l'avais laissé au singulier et j'ai rajouté un S. J'aurais presque titré également pour le rendez-vous de ce soir aussi une situation de crise avec aussi un S, puisque les crises s'enchaînent depuis plusieurs années désormais. La crise sanitaire, par exemple, nous paraît presque lointaine désormais. Économiquement, finalement, elle est pas si lointaine que ça. Notamment, par exemple, les difficultés d'approvisionnement qui ont suivi la crise sanitaire ne sont pas complètement effacées. Elles sont persistantes, notamment pour ce qui concerne les semi-conducteurs. Et quand il y a des problématiques d'approvisionnement, directement, certains secteurs se retrouvent en difficulté. Sur l'exemple des semi-conducteurs, l'automobile désormais est très friande de semi-conducteurs et ça peut poser très rapidement des problèmes. Donc là, une crise qui avait lieu il y a 4 ans, finalement, est encore présente. La situation géopolitique aussi. Il y a 2 ans et demi désormais commençait un conflit en Ukraine. C'est plus une situation à laquelle on était habitué, en tout cas aux portes de l'Europe, comme c'est le cas en Ukraine. Et au-delà du drame humain que ça représente, les conséquences économiques ont été très importantes. L'inflation qui est apparue dans la foulée. Alors la remontée de l'inflation avait commencé à la fin de la crise sanitaire, mais s'est amplifié avec le conflit en Ukraine, avec l'invasion russe en Ukraine, du fait des prix de l'énergie. On s'est retrouvé avec une Europe qui était à cette époque très dépendante du pétrole, mais surtout du gaz russe. Et il a fallu réorienter les approvisionnements vers les pays du Golfe, vers les États-Unis. Et une grande partie de l'inflation a été liée à l'énergie, au coût de l'énergie. Donc pour lutter contre l'inflation, les banques centrales ont réagi. Ça a été le cas de la Fed de l'autre côté de l'Atlantique. Ça a été la Banque centrale européenne pour l'Europe, en tout cas pour ce qui concerne la zone euro. La remontée a été très violente, d'autant plus que, j'en reparlerai d'ici quelques instants, d'autant plus que depuis des années, on était habitué à de l'argent quasiment gratuit. Les taux étaent autour de 0, voire en dessous de 0 pour certains taux directeurs. Donc la donne a changé du jour au lendemain. Donc du coup, la politique monétaire, tout de suite, quand
les ménages l'ont constaté, les entreprises l'ont constaté. Quand il fallait aller demander un prêt, les conditions n'étaient plus du tout les mêmes. Et évidemment, ça avait un coût. Donc à l'heure actuelle, la politique monétaire est en train de se desserrer, mais ça se fait tout doucement. En Europe, ça a commencé encore un petit peu plus tard aux États-Unis, et il se trouve que la semaine passée, pas plus tard que la semaine passée, le nouveau président, enfin l'ex-nouveau président ou nouveau ex-président élu aux États-Unis fait que la politique monétaire aux États-Unis est incertaine. À cela s'ajoute, donc si on arrive en France depuis plusieurs mois, une incertitude politique. Il a été très délicat de mettre en place un gouvernement avec la nouvelle assemblée élue au début de l'été. À cela s'ajoute que le gouvernement qui a été mis en place se trouve face à un mur de dette publique, et donc pour 2025, un net ajustement budgétaire, j'ai appelé ça un net ajustement budgétaire, se profile. Donc ça veut dire que le contexte aussi pour les entreprises, puisqu'on est dans un état des lieux pour les entreprises se disent: c'était déjà difficile en 2024, j'avais déjà beaucoup d'incertitudes, et là en plus face à ce mur de dette, le gouvernement est en train de me dire que ce que je pensais acquis pour mon secteur pourrait changer dès le 1er janvier. Et donc je pense que tous les chefs d'entreprise vous le diront, il n'y a rien qu'ils ne détestent plus que l'incertitude. Et là, à l'heure actuelle, je viens de vous citer quelques-uns des éléments qui constituent ce nuage d'incertitude pour le monde des entreprises. Vous allez fort, hein, dès le début, c'est vrai que c'est assez dur. Le seul truc un peu positif, c'est la baisse des taux amorcés finalement. Absolument. J'ai l'impression que je suis revenu en arrière. Oui, on peut. Très honnêtement, en Europe, ça reste une bonne nouvelle. On est seulement au début du desserrement monétaire, donc la bonne nouvelle va arriver au fur et à mesure. Mais c'est vrai que pour certaines entreprises, le fait de pouvoir aller voir leur banque avec des taux qui sont moins élevés, je pense à certains secteurs aussi qui vont être concernés par le fait que les ménages aussi vont pouvoir faire appel plus facilement au crédit. J'imagine qu'il n'a échappé à personne ici, que ce soit de ce côté-ci de l'écran, de l'autre côté, les grandes difficultés du marché de l'immobilier, de la construction ces derniers mois. On avait été habitué là aussi à des taux très faibles, donc le marché immobilier est extrêmement dynamique dans l'ancien, mais aussi dans la construction, et en passant à des taux d'emprunt immobilier qui étaient sur 20 ans en moyenne autour de 1%, voire pour les très bons dossiers, on était même en dessous de ça. On est passé en l'espace de quelques trimestres à des taux autour de 4%. Ça change la donne. Il y a potentiellement, par exemple, des primo-accédants qui, il y a 3-4 ans, seraient arrivés face à leur banque, on leur aurait dit oui tout de suite. Il y a un an de ça, quand les taux étaient au plus haut, le rendez-vous durait 5 minutes, et on leur disait non, désolé, repassez quand ça ira mieux, mais là, votre dossier, ce n'est même pas la peine qu'on le présente au siège. Donc, derrière ça veut dire que des entreprises de l'immobilier étaient aussi à l'arrêt, des entreprises de construction, que ce soit le gros œuvre ou le second œuvre, étaient au ralenti. Donc,
Oui, on a un début de bonnes nouvelles. L'inflation est en train de redescendre. La politique monétaire est en train de se desserrer. Espérons que ça continue bien en ce sens. Et là, en effet, c'est là qu'on peut voir une éclaircie à plus ou moins court terme. Oui. Donc, dans ce contexte assez noir que je vous ai présenté, hein, j'en suis désolé. Malgré tout, la croissance mondiale cette année devrait être autour de 3%. Ça devrait être le cas aussi en 2025. Donc, on est sur quelque chose d'assez linéaire. Mais derrière cette moyenne de 3% au niveau mondial, il y a des évolutions qui sont assez différentes. Ce qui me chagrine le plus et ce qui explique potentiellement les difficultés des entreprises à l'heure actuelle, c'est que la croissance européenne est à la traîne de celle des États-Unis. Depuis la sortie de crise sanitaire, les États-Unis ont très vite effacé les conséquences de la crise sanitaire, ont retrouvé de la productivité et c'est là que le problème européen se situe. Ce qu'on voit bien d'ailleurs, hein, la croissance en Europe, en Union européenne, elle est à 0,7%, mais tirée vers le bas par l'Allemagne à 0,1%. Ouais, ça, c'est excellente remarque. J'allais y venir derrière cette moyenne. Certains pays s'en sortent un petit peu mieux. Je pense à l'Espagne particulièrement. Mais c'est vrai qu'en Europe, on a deux principaux moteurs qui sont économie moteur, qui sont la France et l'Allemagne. La France arrive à afficher, va réussir à afficher à peu près 1% de croissance. Ce n'est pas le cas de l'Allemagne. Et je parlais des problèmes politiques, de l'instabilité politique en France. L'instabilité politique en Allemagne est en train d'apparaître et économiquement, c'est très difficile. L'Allemagne qui était très dépendante de son industrie, qui affichait de très bons résultats depuis quasiment une vingtaine d'années grâce à son industrie, est en difficulté à l'heure actuelle. Et ce n'est pas une bonne nouvelle pour l'Europe et ce n'est pas non plus une bonne nouvelle pour la France, qui peut se targuer de faire mieux en termes de croissance que l'Allemagne à l'heure actuelle. Mais ça se fait par le bas. C'est plutôt parce que l'Allemagne tourne au ralenti plutôt que parce que la France est vigoureuse. Oui, et les États-Unis, donc avec une croissance à peu près flat prévue pour l'année prochaine, mais ça c'est avant les élections de la semaine dernière. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure pour envisager quelles pourraient en être les conséquences au niveau notamment de l'Union européenne et plus spécifiquement de la France. Alors pour l'anecdote, c'est marrant, mais on voit l'évolution de l'Argentine. Alors sans parti pris du jugement de valeur, on voit peut-être l'effet du changement de président qu'arrivait le président Milei et sa politique mise en place. Mais ça, j'en sais rien. Très honnêtement, rentrer dans la considération politique sur l'Argentine, je ne m'y hasarderai pas. Je ne suis pas spécialiste en politique. Économiquement, ces choix surprennent et ce rebond en Argentine l'année prochaine est aussi lié à un effet technique, un effet de base, vu le marasme actuel. Ça ne peut que rebondir l'année prochaine en Argentine. Ouais. Mais malgré tout, là-bas, l'inflation est encore extrêmement élevée. Les inégalités sont très élevées. Donc, oui, ce niveau de croissance affiché potentiellement par l'Argentine l'année prochaine est une bonne nouvelle pour le pays, mais il faudrait quelques années à ce niveau-là pour effacer les difficultés plus structurelles du pays. Donc on évoquait l'inflation. Donc là, il s'agit du niveau d'inflation en Europe, en zone euro et dans l'Union européenne ces derniers mois. Donc comme vous pouvez le voir sur le graphique,
en moyenne, on était à plus de 10% fin 2022, alors que depuis une vingtaine d'années, on était sous le niveau de ce qui est le niveau de la Banque centrale. D'ailleurs, on dit que pour que l'économie tourne au mieux, il faut une inflation qui tourne autour de 2% sur l'année. Et ça faisait 10 ou 20 ans ça faisait 10 ans qu'on était très clairement en dessous de ce seuil de 2%. Et tout d'un coup, subitement, on est passé du fait, comme je le disais tout à l'heure, du fait de l'énergie en grande partie, on est passé à 10%. Certains pays, là, on est sur une moyenne. Certains pays avaient des taux d'inflation à plus de 20%, notamment dans les pays baltes. Alors ceux qui justement étaient proches de la zone de conflit, et qui étaient historiquement liés à la Russie, évidemment. Mais la politique monétaire qui a été mise en place avait pour objectif de corriger ce taux qui avait atteint 10%. Et justement, ce qu'on a vu depuis juin dernier, donc Christine Lagarde et plus globalement la Banque centrale européenne a commencé à décider de baisser ses taux. Enfin, comme vous le voyez sur ce graphique, la remontée a été très, très, très violente. On avait passé plusieurs années avec des taux extrêmement bas et on est arrivé enfin, les trois principaux taux directeurs de la Banque centrale européenne étaient aux alentours de 4%, ce qui n'avait plus été vu depuis avant la récession de 2008-2009, avant que l'effondrement de Lehman Brothers. Donc, malgré tout, la Banque centrale européenne n'avait pas d'autre choix à ce moment-là. Le principe de la politique monétaire à ce moment-là, c'était pour limiter l'inflation, de peser sur l'économie, en prenant le risque de provoquer une récession. Et en l'occurrence, l'Allemagne est sur une tendance récessive depuis quasiment 2 ans désormais. Mais malgré tout, le but a été atteint, l'inflation est redescendue et on devrait retendre vers des niveaux plus classiques, à défaut de plus orthodoxes. Mais en tout cas, je ne vous dirais pas que d'ici 6 mois, 1 an, on sera revenu à des taux proches de 0%. Il va aussi falloir que le monde des entreprises s'habitue à évoluer avec des taux plus élevés, que ce soit le secteur de la construction que j'évoquais tout à l'heure, ou l'ensemble des entreprises à partir du moment où elles veulent investir et qu'elles ont besoin d'un prêt auprès d'une banque pour cela. D'accord, donc ce ne sera pas une baisse des taux comme en 2009 très rapide, mais plutôt en escalier comme en 2002 a priori. En tout cas, c'est mon avis. Et là, je parle de la politique européenne, de la politique monétaire européenne, sachant qu'on commençait à l'évoquer tout à l'heure, aux États-Unis, ça devrait être une autre histoire. C'est-à-dire que la Banque centrale américaine n'est pas indépendante comme l'est la BCE. Elle est supposée l'être. Mais très honnêtement, dans l'esprit de Donald Trump, Jay Powell, la Fed, le patron de la Fed, de la Réserve fédérale américaine, est un ennemi pour lui. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette anecdote, mais à la fin de ce qui est son premier mandat, il avait fait un tweet, parce qu'il communique essentiellement comme ça, plutôt que par un communiqué de presse officiel. Il avait dit que pour lui, la principale question était de savoir qui était le pire ennemi de l'économie américaine. Est-ce que c'était Xi Jinping, est-ce que c'était la Chine, ou est-ce que c'était Jay Powell, est-ce que c'était la Banque centrale. Et déjà, il y a 4 ans en arrière, il avait l'intention d'essayer d'orienter les décisions de politique monétaire, alors que la Banque centrale, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit en Europe, est supposée être indépendante.
du monde politique. Ah, on a une question. Peut-on imaginer que l'élection américaine ait une influence sur le prix de l'énergie, nous demande Bénédicte. Oui, alors il y a plusieurs facteurs qui vont jouer sur les prix de l'énergie, comme je l'évoquais tout à l'heure. Le conflit en Ukraine est toujours en cours. Alors, Trump a annoncé qu'en 24 heures, il y mettrait fin. Rendez-vous en janvier pour voir ce que ça donne. Le Proche et Moyen-Orient est aussi en situation de guerre ouverte. Donc là aussi, ça influe sur les prix de l'énergie. Mais si on considère juste les États-Unis, les conséquences des États-Unis sur l'évolution des prix des marchés de l'énergie, dans les prochains mois. Donald Trump n'a pas ce qu'on appelle un esprit particulièrement vert et il a très clairement annoncé qu'il voulait ouvrir de nouveaux puits, accorder de nouvelles concessions. Donc potentiellement, c'est une nouvelle arrivée d'énergie fossile sur les marchés. Et en l'occurrence, là, pour le coup, si l'offre augmente, on aurait plutôt un effet vers le bas. Donc, les conséquences sur le prix de l'énergie seraient plutôt, si on en croit ce qu'annonce Donald Trump, serait plutôt à la baisse. Eux joueraient sur la quantité, et même avec un prix plus bas, quantité fois prix, ça leur ferait un beau chiffre d'affaires, sachant que ça ne va peut-être pas plaire à tout le monde. Ça ne plaira pas en Russie qui a besoin d'un prix du pétrole plus élevé pour équilibrer les comptes de la nation. Les économies du Golfe ont commencé à se diversifier ces dernières années, mais ça ne leur plaira pas. Donc, il y aura probablement une réaction de l'OPEP à ce moment-là qui décidera de jouer là aussi sur l'offre et décidera de réduire sa production. Mais ce sera une belle partie d'échec pour trouver la quantité d'équilibre, le prix d'équilibre, sachant que j'imagine que la Russie, l'Arabie Saoudite n'ont pas envie de donner carte blanche à Donald Trump en lui disant bon, on te laisse le marché et tu fixes la quantité que tu souhaites et le prix que tu souhaites en quelque sorte. Donc tout doucement, on arrive en France. Donc on l'a déjà évoqué tout à l'heure, hein, la croissance en France, qui n'a rien d'exceptionnel, mais qui devrait atteindre à peu près 1% cette année. En tout cas, si on se fie au taux de croissance sur les 3 premiers trimestres de l'année, ce qu'on appelle l'acquis de croissance, il est à 1,1%. Donc l'acquis de croissance en termes moins barbares, ça veut dire que si on suppose que le taux de croissance est de 0% au dernier trimestre de l'année, la croissance annuelle sera 1,1%. Il y a différentes façons d'apprécier ce 1,1%, comme je le disais tout à l'heure. C'est bien plus que ce que fait l'Allemagne à l'heure actuelle. Mais ça reste relativement léger. On a, avant toutes les crises qu'on a vécues ces dernières années, le standard voulait qu'un niveau de croissance autour de 2% soit considéré comme, à défaut d'être optimal, comme bon. Donc on est loin des 2%, on est à mi-chemin.
sachant que les décisions budgétaires qui vont être prises vont avoir des conséquences sur la croissance de 2025. Bon, enfin, si j'ai bien compris, Eric Heyer viendra vous expliquer ça en long, en large et en travers d'ici un mois. Mais l'année prochaine, difficile d'imaginer qu'on passe soudainement à plus de 2% de croissance en France. On devrait également être autour de ce 1%. Et puis, on croisera les doigts pour qu'il n'y ait pas besoin de revoir et revoir encore le budget, que le déficit français commencera à se réduire. Parce que mine de rien, ça aussi, ça a son importance sur les marchés et sur l'activité. J'en viens désormais, à l'Île-de-France. Donc là, le titre que j'ai pris pour cette partie, les défaillances d'entreprises, point noir de la conjoncture économique francilienne. Si vous m'aviez demandé de parler uniquement de l'économie française, j'aurais pris à peu près le même titre, parce que comme vous le disiez très justement en introduction, le niveau de défaillance à l'heure actuelle est très inquiétant. Je vous ai mis ce graphique pour retracer l'historique des derniers mois. Alors, évidemment, il y a une baisse au moment de la crise sanitaire que j'évoquais tout à l'heure. Encore une fois, je pense que c'est important de garder à l'esprit que la crise sanitaire n'est pas si lointaine que ça. Donc, il y a eu une grande baisse du nombre de défaillances, notamment pendant la période où on était confinés, parce que les tribunaux de commerce ont été fermés en partie au début. Une fois qu'ils ont commencé à réouvrir, il fallait rattraper le retard en quelque sorte. Et surtout, à ce moment-là, on en était encore à l'heure du quoi qu'il en coûte. On avait eu droit au quoi qu'il en coûte en termes de politique monétaire au moment de la crise de la zone euro il y a une dizaine d'années. Donc là, c'était Mario Draghi qui l'avait annoncé. Et Emmanuel Macron en France, au moment de la crise sanitaire, a dit que quoi qu'il en coûte, il fallait sauver les entreprises. Donc, derrière ça, on se dit avec le recul, et c'était peut-être prévisible, qu'à cette époque, on a sauvé des entreprises qui n'auraient pas dû être sauvées qui étaient déjà en difficulté avant la crise sanitaire et qui finalement, grâce à des aides, ont réussi à vivre quelques mois ou quelques petites années en plus. Et donc, quand le quoi qu'il en coûte a cessé, ces entreprises-là ont commencé à disparaître. Et la situation a fait que d'autres se sont ajoutées. Cette remontée du nombre de défaillances, comme vous pouvez le voir, on est à un niveau plus élevé qu'on l'était en 2019, juste avant la crise sanitaire. On est à un niveau plus élevé qu'en 2015-2016, juste après la crise de la dette de la zone euro que j'évoquais tout à l'heure. Si le graphique, je l'avais élargi, on verrait qu'on est à un niveau supérieur à celui de 2008-2009, alors que le monde entier était en pleine crise économique. Et on est en train d'approcher les niveaux de 93, donc de 1993, du siècle précédent, autour de cette table, il y en a qui n'étaient peut-être même pas nés. Toujours est-il que c'était la crise du système monétaire économique européen et qu'il y avait eu un boom des créations d'entreprises, des défaillances d'entreprises à ce moment-là, et on commence à approcher ces niveaux-là, que ce soit en France ou que ce soit en Île-de-France. Quelles sont les raisons? Donc, toutes celles que j'ai évoquées tout à l'heure, le contexte international, que ce soit géopolitique, que ce soit macroéconomique, que ce soit en termes de politique monétaire, le fait que les entreprises
qui ont été aidés pendant la crise sanitaire doivent rembourser leur PGE. Mine de rien, ça, chaque mois, c'est un défi de plus financièrement. Sachant que s'ajoutent aussi des défis environnementaux pour ces entreprises, enfin pour toutes les entreprises. Donc tous ces défis, tous ces enjeux, toutes ces difficultés font qu'on en est dans cette situation-là aujourd'hui. Oui, ce qui est vraiment inquiétant, et c'est de voir qu'on n'a jamais atteint depuis 93 et peut-être même avant, ou peut-être même jamais d'ailleurs. Alors on comprend qu'il y a quand même une partie qui est liée à un rattrapage de ces sociétés qu'on a maintenues en vie de manière un peu artificielle entre 2020 et 2022. Maintenant, quelle est la part de ces entreprises sur ce pic? Est-ce qu'on peut le corriger, des entreprises qui auraient dû défaillir les années d'avant? Et si on nous rassurait de manière ou d'une autre, parce que là c'est vraiment inquiétant. C'est une façon de se rassurer, je ne sais pas, mais en tout cas de relativiser. Donc, probablement qu'il y a une partie d'entreprises qui était en difficulté, qui aurait dû être en défaillance un petit peu plus tôt et qui ferait que cette courbe serait un petit peu plus lissée, un petit peu moins impressionnante. Si on veut relativiser aussi, il y a eu beaucoup de création d'entreprises ces dernières années aussi. Donc ça, c'est des éléments que je n'aurais pas, mais il est possible aussi. On dit que bien souvent, pour les entreprises, la troisième année la plus difficile à passer. Et vu le volume de création de ces dernières années, on est peut-être aussi en train de voir certaines entreprises qui pensaient se lancer, qui étaient optimistes, finalement se rendent compte de la difficulté de lancer son activité. Oui, tout à fait. Et alors, vous avez insisté sur une des difficultés qui complique la vie de ces entreprises, c'est la nécessité de rembourser les PGE, donc souscrits pendant la période Covid. Et on a Guy qui nous demande si on a une idée du pourcentage d'entreprises défaillantes qui, eux, ont bénéficié de ces PGE. J'imagine que c'est une grosse proportion, mais je ne sais pas si les statistiques… Je ne pourrais pas vous donner de pourcentage précis là-dessus. Ce qui est certain, c'est que en 2020, énormément d'entreprises ont bénéficié de PGE. Alors certaines ont pu le rembourser assez rapidement. Mais non, désolé, monsieur, je ne pourrais pas vous donner de pourcentage où on pourrait dire que la cause, c'est d'avoir eu à rembourser son PGE de façon trop rapide, de ne pas avoir voulu négocier des laps de temps supplémentaires. Non, malheureusement, pas de… je ne pense pas que dans les tribunaux de commerce, enfin peut-être que dans les dossiers, les dossiers auprès des tribunaux de commerce, ça doit exister, mais c'est pas des statistiques qui nous remontent. Après, on pourrait l'avoir par un autre biais parce que ça va aggraver le déficit de l'État nécessairement, puisque l'État va substituer aux entreprises défaillantes au profit des banques. Donc c'est une information qu'on risque d'avoir au niveau macro. Mais… on l'aurait au niveau macro, oui, en effet. Oui. Ce serait intéressant de suivre ça pour voir, ne serait-ce qu'en 2024, qu'est-ce que ça va représenter pour les finances publiques. Mais on n'a pas encore l'information. Très bonne question, Guy. Affaire à suivre. On peut passer au slide suivant. Donc là, toujours sur les différentes entreprises, on était en train d'évoquer les différences de situation. Est-ce qu'il y a des différences entre une entreprise qui aurait un PGE à rembourser et une entreprise qui n'en aurait pas? Et là, je reviens à mon fameux challenge de tout à l'heure, d'essayer de trouver des éléments plus roses. Et malheureusement, en matière de secteur d'entreprise, vous le voyez sur ce graphique, tous les secteurs, les défaillances dans tous les secteurs sont orientées à la hausse. Alors, on peut relativiser en disant que certains secteurs sont soumis à plus rude épreuve que d'autres. Là, je ne l'ai pas précisé sur le graphique. Les pourcentages correspondent
au nombre de défaillances dans chacun des secteurs sur les 12 derniers mois, comparé à 2019, la dernière année calendaire avant la crise sanitaire, la dernière année comparable. Donc, comme je l'évoquais tout à l'heure, le marché de l'immobilier, le marché de la construction, le BTP en règle générale, est en difficulté. Donc, les activités immobilières ont vu leur nombre de défaillances augmenter très nettement. En termes de volume, on est en Île-de-France, on est sur quelques centaines de défaillances, plusieurs centaines en l'occurrence de défaillances, mais un chiffre supérieur à plus de 100%, enfin vous voyez, c'est pas commun. Je précise. Pardon. Non, excusez-moi, mais en fait, donc là, ça ne recouvre pas l'activité de construction qui, elle, baisse déjà de manière significative, mais on sait que la construction, en général, il y a un effet un peu à rebours, puisqu'on subit la crise, on ne signe pas de contrat, mais du coup, ça en produit des effets 2 ans plus tard. Donc, les activités immobilières, ça recouvre quoi? Basiquement, des agences immobilières ou de quoi est-ce qu'on parle? Exactement, ouais. Là, on est sur la mise en location, la mise en vente de biens immobiliers, sachant que c'est aussi bien logement que bureau, qu'activité tertiaire pour l'immobilier. Donc oui, vous évoquez la construction. Effectivement, la construction, le nombre de défaillances n'est pas aussi impressionnant. Enfin, malgré tout, on est sur une évolution à 2 chiffres là aussi. Et la construction, donc déjà d'une part, il y a cet effet calendrier. Les contrats sont signés sur une période assez longue. Et il y a également le fait que si on inclut les travaux publics, ces derniers mois, il y a eu les préparatifs pour les JO qui ont stimulé le secteur. Le fait que si on regarde à l'intérieur de la construction, il y a le gros œuvre et le second œuvre. Et ces derniers mois, le second œuvre a soutenu l'activité du secteur parce que certains se sont dit je ne pourrais plus louer mon bien, donc il faut absolument que je fasse des travaux pour qui consomment moins d'énergie. Donc le secteur a été aidé par ces éléments qui ne vont pas durer ad vitam aeternam. Enfin, en tout cas, les travaux pour les JO, c'est derrière nous. Donc, il y a toujours le projet du Grand Paris, autour du Grand Paris Express, ces nouvelles gares qui sont en train d'être construites, ces nouveaux quartiers qui sont en train d'être construits autour. Mais dans le contexte actuel, c'est plus difficile de lancer la construction effective d'un immeuble entier parce que les acheteurs finaux ne sont pas forcément au rendez-vous compte tenu du contexte que je décrivais tout à l'heure. Oui, tout à fait. Et alors les JO, parlons-en justement, parce qu'on voit que l'hébergement et la restauration souffrent de manière significative aussi. Là, il n'y a pas eu un effet JO sur cette activité-là? Il y a eu un effet positif, mais pas forcément un effet aussi positif que celui qui était attendu. C'est vrai qu'on était tous, j'allais dire moi le premier, non, pas moi le premier, mais je faisais partie de ceux qui pensaient que l'activité allait être très clairement dynamisée par les JO. Ça avait été le cas à Londres en 2012. Donc, les jeux ont été une réussite en matière d'image. En matière d'activité, les hôteliers vous diront qu'il y avait du monde dans les hôtels, mais pas forcément plus, même un peu moins que d'habitude. Les restaurateurs, alors ceux qui étaient très proches des sites olympiques ont bénéficié d'un sursaut d'activité. Ailleurs dans Paris ou ailleurs en Île-de-France, ça a été beaucoup moins le cas. En matière de tourisme culturel,
Les touristes qui sont venus étaient là pour assister à des événements sportifs, et le musée du Louvre vous dira que son activité a baissé pendant la période olympique et pendant la période paralympique également. Ils vous diront également que, comme je le disais tout à l'heure, en matière d'image, ça a été une très très bonne chose, et il est fort probable que pendant 3, 4, 5 ans, peut-être même 10 ans, la destination par Île-de-France, la destination touristique, bénéficie de retombées des JO, parce qu'on a eu droit de magnifiques images pendant la cérémonie d'ouverture, parce que les épreuves hippiques à Versailles ont remis en avant le château de Versailles. Et les statistiques actuelles des hôteliers montrent que les réservations sont plutôt orientées à la hausse pour les fêtes de fin d'année. L'activité dans les aéroports est plutôt orientée à la hausse aussi. Donc l'effet est en train de se produire maintenant. Très honnêtement, j'ai l'impression qu'il y a aussi eu on a peut-être fait un petit peu trop sur il va y avoir plein de monde à Paris. Donc, il y a certes. En fait, il y a eu un effet de substitution. Ceux qui sont venus pour l'événement sportif avaient leur billet, sont venus là, et ceux qui potentiellement seraient venus au mois d'août parce qu'ils étaient déjà venus il y a 10 ans au mois d'août, se sont dit non, pas maintenant, on va attendre l'année prochaine, parce que là, on va se retrouver avec les footeux, on va se retrouver avec les fans, que ce soit dans les rues, dans les transports ou autres. Donc oui, il n'y a pas un effet vraiment immédiat, mais peut-être de manière un peu étalée dans le temps. On le voit, en tout cas, à l'instant T, au troisième trimestre, en termes de croissance économique sur l'ensemble du pays, donc là pas que sur l'Île-de-France, il y a eu un petit sursaut malgré tout, mais pas exceptionnel. Et alors, sur les causes des défaillances d'entreprise, il y a Roger qui se pose la même question que moi, qui se demande si finalement le PGE n'a pas créé une sorte de bulle qui explose aujourd'hui. Mais c'est un vrai sujet en fait, le PGE, parce que j'en discutais avec le président du tribunal de commerce de Paris, le président Sayer, qui en fait a fait cette proposition au président Macron, qui ne l'a pas entendu, il a peut-être écouté mais pas entendu, qui était cette possibilité des entreprises de convertir tout ou partie des PGE souscrits en fonds propres finalement, et donc avoir l'État actionnaire de son entreprise. J'ai des clients qui me disent que c'est une idée assez séduisante, il faut en avoir envie. Après, quand vous faites des bénéfices, ils vous prennent quand même 25%, on n'appelle pas ça des dividendes, mais de l'impôt sur les sociétés. Donc pourquoi pas, avec cette possibilité ensuite de racheter toute ou partie de ce capital. Mais en attendant, ça n'existe pas, ce dispositif, mais on a quand même des entreprises qui remboursent leur PGE, et ça pèse, surtout quand on a en plus des difficultés accrues en ce moment. Donc, est-ce que c'était une bulle qu'on a fait, en fait, on a fait différer des défaillances qui devaient en tout état de cause arriver, et puis on se retrouve avec cette explosion de défaillances aujourd'hui. Oui, le terme est assez bien choisi, correspond bien la situation. J'imagine que le parallèle avec une bulle spéculative est volontaire. Et oui, très, très honnêtement, repositionnons-nous au printemps 2020. La situation était telle, là je parle d'incertitude, c'est au niveau mondial ces derniers mois. C'était plus que de l'incertitude, je ne sais pas comment ça s'appelle, il faudrait que j'ouvre un dictionnaire pour trouver le mot parfait. Au printemps 2020, on ne savait plus du tout où allait le monde, et on savait encore moins où allait l'économie. Donc, à un moment, il a été pris une décision pour ne pas voir l'économie s'effondrer d'un coup d'un seul en l'espace d'un mois ou de quelques semaines. On a décidé de toutes les sauver, le fameux quoi qu'il en coûte. Donc, vous pouvez arrêter votre activité. On va faire en sorte que vos salariés soient payés. Pour les entreprises, on proposait des prêts. Et très honnêtement,
certaines grandes entreprises auraient pu couler à ce moment-là sans avoir le PGE, parce qu'il y avait besoin de cet argent à ce moment-là. Oui. Et pour des plus petites structures, peut-être que la bulle aussi, peut-être que l'effet d'aubaine a été trop grand, en fait. Peut-être que certaines entreprises auraient dû dire ce PGE, j'en ai besoin à court terme, mais est-ce que je ne peux pas faire sans? Et puis ce qui finalement serait mieux à horizon 3, 4, 5 ans. Mais je pense que comme le monde politique, comme les chefs d'entreprise ont vu à très court terme, parce qu'on était dans une urgence extrême. 40. Alors, Guy, vous posez là encore une bonne question. L'heure tourne, donc je vous propose qu'on la garde, cette question. On va la garder bien au chaud, comme ça, pour nous, pour la prochain webinaire, on aura des juges du tribunal de commerce de Paris qui seront là. Donc, je pense qu'ils seront plus avisés pour répondre à cette question, qui est une vraie question. Donc, oui, il nous reste que quelques instants, donc je vais essayer de boucler la boucle assez rapidement. Donc, en matière de défaillance aussi, donc pour faire le lien avec ce slide sur l'emploi, ce qu'on constate aussi, c'est que derrière ces défaillances, il y a aussi un enjeu social, parce qu'il y a de plus en plus d'emplois qui se trouvent en danger. Il y a, à l'heure actuelle, il y a en Île-de-France seulement, il y a tout juste un peu moins de 50 000 emplois qui se trouvent en danger, compte tenu du fait que leur entreprise soit devant un tribunal de commerce, à l'heure actuelle, en redressement judiciaire ou autre. Et si on élargit le spectre, même dans une situation à l'amiable, dans une procédure à l'amiable, on arrive à 150 000 emplois qui seraient en danger. Ça ne veut pas dire que les 150 000 disparaîtraient, mais malgré tout, l'emploi qui était bien orienté. Et là, on ne ressent pas encore l'effet de la crise sur ce graphique. On le sent pas encore. Non, très honnêtement, l'emploi a bien résisté. Alors, si on regarde bien la courbe, il y a eu un petit début de ralentissement. La courbe est moins dynamique qu'il y a quelques trimestres en arrière. Et on commence à avoir quelques soubresauts, un trimestre de baisse, et puis un rebond. Et c'est vrai, en Île-de-France et au niveau national, les premiers chiffres au niveau France commencent à sortir pour le troisième trimestre. Et il y a eu une deuxième baisse de l'emploi. Donc, en fait, ce que vous voulez pas nous dire, c'est qu'on s'attend à une hausse du chômage en 2025, quoi. Je ne parle pas d'explosion, mais je pense qu'en 2025, le taux de chômage sera orienté à la hausse. Donc, ça ne concerne pas forcément directement les entreprises. Sauf que qui dit baisse de l'emploi, dit chômage en hausse, dit pouvoir d'achat en baisse, donc consommation en moins. Donc, pour certains acteurs, pour certains secteurs, c'est des difficultés supplémentaires. C'est un chiffre d'affaires probablement en délicatesse au moins début 2025. Alors, il nous reste quelques slides, mais on va passer très vite parce qu'on a plus de 2 minutes. On va tenir le temps. Oui, donc là, en fait, c'est pour illustrer des propos que j'ai tenus tout à l'heure. Là, c'est l'évolution de la construction de logements. Donc, c'était pour montrer à quel point la baisse était importante. Et en l'occurrence, ce graphique, là, on l'a évoqué il y a quelques minutes aussi sur l'hôtellerie. Donc, pendant les JO, donc on n'a pas encore toutes les données sur le troisième trimestre, mais sur la période juillet-août, vous voyez la fréquentation dans les hôtels a été très inférieure à ce qu'elle était en 2019. Donc, oui, les JO ont été réussis en termes d'image, ils ont été réussis, mais en termes d'activité, ça reste une déception. C'est ça. Alors, peut-être que le champ moyen des nuitées était fortement en hausse, mais en nombre, on a une baisse du nombre de nuits d'hôtels qui ont été vendues pendant les JO.
On vous avait repris ensuite quelques slides sur le baromètre que vous pouvez consulter en ligne du tribunal de commerce sur l'évolution des ouvertures de procédures collectives. Donc, ce qu'on voit, c'est au troisième trimestre 2024, une très forte hausse du nombre d'entreprises en difficulté. Ce que nous confirme le tribunal de commerce de Paris, c'est l'ouverture de nouvelles chambres pour pouvoir traiter l'afflux de dossiers qui est vraiment, hélas, en hausse significative, avec des régions qui sont plus marquées que d'autres. Et en l'occurrence, ce qu'on voit, c'est que c'est la région Île-de-France qui est la plus touchée par les défaillances en ce moment, suivie de la Normandie et puis du Grand Est. Bon, après, il y a des régions qui le sont un petit peu moins, comme la Bourgogne-Franche-Comté ou la Bretagne, mais voilà, au niveau parisien, c'est vraiment très marqué. Je passe un petit peu vite, puisqu'on est arrivé au terme du webinaire. Bien sûr, Véronique, le support va vous être transmis. Vous pouvez déjà le télécharger sur le lien de la CRCC de Paris qui fait preuve d'une réactivité à toute épreuve. Et donc voilà, en fait, après, ce qu'on constate, c'est une très forte hausse des redressements judiciaires, beaucoup plus que des liquidations, mais parce que je suppose que ça concerne quand même des entreprises déjà d'une certaine taille. Et donc, c'est vraiment quelque chose à suivre, notamment lors de nos missions de guide des comptes, puisque vous savez qu'on a quelques diligences particulières à faire en la matière. Voilà, donc merci beaucoup, Mickaël, pour cette présentation. La discussion, on l'a faite au fil de l'eau. Les questions, vous avez pu les poser aussi. Et je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. Et pour conclure, un petit rappel des prochaines dates. Donc, vous avez noté que le 3 décembre, ça sera un échange avec les juges du tribunal de commerce et on aura le plaisir de répondre à Guy notamment. Et beaucoup de questions à leur poser sur les effets de la procédure d'alerte, sur la convocation des clients par le juge, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc, venez nombreux et préparez vos questions. On en aura plein à leur soumettre. Venez aussi au tribunal de commerce en vrai, venez nous voir, on se verra en vrai, ça va être super sympa avec des intervenants de talent et puis on finira par un cocktail qui vaut le détour, me dit-on. Et puis 2 autres dates plus techniques début janvier et puis ouvert sur le secteur non marchand avec un juge du tribunal judiciaire le 28 janvier pour terminer ce premier cycle qui vous est proposé par votre CRCC sur la prévention des difficultés des entreprises. J'ai tout dit. Merci beaucoup à vous. Merci d'avoir assisté à ce webinaire. J'espère que vous aurez appris des choses, que ça vous intéressait. C'était assez introductif, mais c'est normal. C'était le début de notre webinaire. Merci à vous. Au revoir. Et à bientôt. Au revoir. Bonne soirée.